Bonjour Juliette Mancini. Bonjour. Alors, je crois que c'est je sais pas la combienième édition de l'Antipasti. En tout cas, un certain nombre, ouais. Une bonne dizaine, ouais. Multiplié par un peu plus. Je pense que c'est un peu plus encore, ouais. Donc, qui va venir boucler en fait la fin du festival Fumetti. Donc, tu es autrice de bande dessinée, dessinatrice, et l'exercice de l'Antipasti, c'est de présenter ton travail à travers une série d'images qui vont défiler et qui vont nous permettre de parcourir un peu ta trajectoire en tant qu'autrice. Alors l'exercice est un peu particulier parce qu'on va démarrer par une mise en bouche qui est l'enfance, en fait. Et j'ajoute juste en introduction que Juliette est en résidence à Maison Fumetti. Tout à fait. Une résidence de 2 mois et je crois qu'on est presque pile à la moitié. On est à la moitié, oui. Donc il y aura aussi des éléments plutôt en fin d'Antipasti de l'objet de cette résidence ici. Oui, tout à fait. Eh ben, commençons. Alors, donc Juliette nous a envoyé des images, nous a montré un peu des choses qu'on va du coup sur lesquelles on va échanger. Alors, par exemple, un premier dessin. Déjà, il faut que j'y vois clair. Voilà. Alors là, l'idée, c'est qu'en fait, on va parler un peu des prémices en fait, de ce qui a précédé ton travail d'autrice, donc de ton enfance. Donc voilà, voir ce que tu as envie de nous partager sur peut-être le contexte dans lequel tu as grandi. Peut-être que tu as eu des lectures, des déclics à ce moment-là. Et en tout cas, voilà, nous, on a eu envie de démarrer avec ça. Tu nous as partagé un dessin qui est intitulé Mickey. Au crayon de couleur. Pour ceux qui n'auraient pas reconnu. Parce que bon, c'était quand même assez évident, mais tout à fait. Du coup, c'était assez amusant de chercher parmi mes dessins d'enfance. Enfin, j'ai retrouvé en fait un tas de dessins que je suis pas sûre que je les avais vus. D'ailleurs, je sais pas qui avait rangé ces dessins, probablement mon père ou ma mère. Dans tous ces dessins, il y avait ce magnifique dessin presque abstrait intitulé Mickey. Je pensais pas avoir une passion Mickey pourtant, donc ça m'est passé apparemment. J'aimais beaucoup dessiner enfant. J'ai lu beaucoup de BD. Les grands classiques, Yakari, Tintin, Astérix et tout ça. Voilà. Après, dans les dessins, en feuilletant tous ces dessins d'enfance, j'ai pas vraiment retrouvé de bande dessinée. C'est venu plus tard. Et puis dans la sélection de dessins, en fait, c'est des dessins, je sais pas, quand j'avais 4 ans, je pense, 3-4 ans. Et dans les dessins un peu plus tard, j'en avais pas sous la main, mais dans mon souvenir, il y avait beaucoup de personnages de profil. Voilà. Et en y repensant, je me disais que dans de la chevalerie, j'avais envie de dessiner que des personnages de profil, ça me semblait plus facile et plus expressif. J'ai fait quand même des dessins de personnages de face, de 3/4 et tout ça, mais voilà, il y avait un lien quand même avec des dessins d'enfance. De la chevalerie, on en parlera tout à l'heure dans la partie dégustation. C'est ton premier grand livre chez Atrabile. Juste ce dessin, parce que là, l'écran est presque trop grand, on voit pas le haut du dessin. Il y a écrit Mickey, en effet, de la main, je pense, de tes parents. Ça m'étonnerait qu'à cet âge-là, tu écrivais... De la maîtresse, ou de la maîtresse, peut-être. Et il y avait une date en haut, c'est 23 mars, je crois, mais on n'a pas la date exacte, l'année. Ouais. C'est pour ça qu'il est difficile de dater exactement, mais tu disais vers 3-4 ans, 4-5 ans. Oui, et puis en plus, c'était du papier. Ça, c'est vraiment le voyage dans le temps, quoi. Du papier, je sais pas, du papier de fax ou quoi. C'était hyper à la mode dans les années 90, je crois, dans les écoles, quoi. Et j'avais complètement oublié. Et en fait, de revoir ces feuilles, ça m'a replongé là-dedans. Donc je pense que oui, ça doit être 93, 94. Ouais, avec ton trait un peu nerveux au crayon de couleur qu'on retrouve après. Exactement, je n'avais pas... Voilà, tout était déjà là. Alors celui-là, je l'aime beaucoup. Que tu nous as envoyé, c'est donc
là, c'est pas écrit, mais donc c'est une sorcière qui est très joyeuse, colorée, Ouais. ce qui n'était pas forcément l'image qu'on avait des sorcières dans les années 90. Ouais, C'est alors marrant. beaucoup de dessins de sorcières, notamment des sorcières qui écrasent des bébés. Euh, Voilà, pas mal de bébés à qui il arrive des choses, auxquels il arrive des choses terribles. Euh, Non, bah non, mais la sorcière, ça fait peur aussi. Mais plutôt des sorcières assez joyeuses. Et là, dans ce dessin, bah, ce qui me plaisait, enfin, ce qui me parlait, même aujourd'hui, c'est l'utilisation de la couleur, euh, voilà, un peu par, je sais pas, finalement, pas trop de mélange de couleurs, quoi. C'est assez, c'est Un pas peu. mal. Non, mais c'est vrai que c'est avec des aplats très Ouais. graphiques. Ouais. Et pas du tout réaliste, quoi. Et alors là, moi j'ai intégré ça parce que je trouvais ça intéressant, parce que tu nous disais que donc ta grand-mère, c'est ça, Oui. était peintre. Alors, elle était, Enfin, non, elle elle le était faisait à peintre côté, peut-être. amateur. Oui. Elle prenait des cours de peinture. Elle faisait des voyages où elle dessinait. On a retrouvé beaucoup de carnets de voyage. Voilà, après son décès et puis et du coup elle avait un espace, un petit atelier qui était aussi l'endroit où on lisait des BD. Donc on voyait ses travaux en cours en même temps et j'adore ces peintures qui sont à la fois hyper naïves. Enfin, il y a quelque chose. Je sais pas, j'ai une peinture d'elle chez moi avec. C'est une sorte de scène, enfin un paysage très joli. Et puis il y a une sorte de container, une poubelle à verre et quelqu'un qui est en train de mettre un truc à la poubelle. Et c'est complètement décalé et je trouve ça génial, quoi. Donc, et en fait, aussi à la fin de sa vie, le dessin, ça a été quelque chose qu'on a partagé, où on posait une chaussure sur la table et puis on dessinait ensemble. Donc il y avait ça qui restait. Voilà. C'est une référence que tu intégreras dans ton deuxième livre chez Atrabile, Éveil. Oui. On en reparlera là aussi, mais ça fait un bain culturel et artistique quand même familial qui est déjà assez présent, assez dense. Dès l'enfance, il y a un goût pour l'image, pour la narration en images. Oui. Alors, ouais, je viens d'une famille où il y a beaucoup de musiciens, amateurs ou professionnels, beaucoup de dessinateurs et beaucoup de médecins. Voilà, le trio gagnant. Et ouais, et en fait, j'ai un frère et une sœur plus âgés qui eux aussi dessinent. Et donc, ma grande frustration enfant, c'était de voir comme eux dessinaient bien et que moi, il fallait que je rattrape le retard. Voilà, parce qu'ils étaient plus âgés. C'était une frustration ou une locomotive ? Ben les deux, mais alors j'avais retrouvé un dessin que j'avais fait pour ma mère où j'avais le dessin n'était pas terrible à vrai dire, mais en légende j'avais dit voilà un dessin en espérant que les prochains seront meilleurs. Donc ouais, un peu de complexe quand même. Le petit complexe de l'imposture qui démarre tôt. Ouais. Ouais. Ok. Et puis, bah, du coup, après, je crois que ça passe directement à tes dessins plus en ado. Alors, je sais pas quel âge. Alors là, c'est plus tard. C'était. C'est un peu coupé, hein. Je précise que c'est un peu coupé vers le haut, mais. Ouais. C'est un dessin que j'avais fait en BTS. Donc, ouais. Donc voilà, bah, en fait, c'est ça. Du coup, tu rentres plus tard. Tu fais un choix en fait d'études artistiques et tu rentres à Duperrey pour un BTS de graphisme. C'est ça, de design graphique. Ouais. Donc là, tu as quel âge à ce moment-là ? Bah, juste après le bac, j'ai fait un bac à appliquer. Du coup, j'ai enchaîné à 18 ans
le BTS et du coup en communication visuelle. Donc en fait, je voulais faire illustration et puis j'ai jamais été prise dans les écoles d'illustration que je voulais faire et du coup, je me suis orientée vers le graphisme par défaut au départ et puis ça m'a quand même beaucoup plu et donc j'ai continué là-dedans. Et du coup, ma formation, on va dire, en dessin, elle venait plutôt des cours d'expression plastique ou des cours de modèles vivants et tout ça. Donc là, c'est un projet d'expression plastique à partir du film Cris et chuchotements de Bergman, que j'avais essayé de retranscrire un peu par le dessin avec un petit livre très plastique, assez décousu. Ceci dit, il y a ce texte « Il est tôt lundi matin et je souffre ». Ouais. C'est déjà le début d'une histoire. En fait, il y a en tout cas toujours une intention de narration dans tes dessins. Oui, alors après, là, c'est le texte du film. Donc, ouais. Mais oui, en fait, je crois que je suis venue à la bande dessinée parce que j'aimais les histoires et à un moment, j'avais envie aussi de faire des films. Enfin, voilà, j'étais un peu entre les deux. Enfin, entre les deux. C'était assez clair quand même que le dessin prévalait. Mais oui, j'aime bien les histoires sous toutes leurs formes, quoi. Et pour autant, tu as quand même fait du graphisme parce que tu avais fait art appliqué avant, du coup. Oui. Donc, tu étais déjà un peu dans ce bain-là. Oui, alors après le BTS, en fait, je voulais rentrer aux Arts Déco de Paris et pour entrer en équivalence, ça me semblait plus simple de postuler en design graphique qu'en illustration parce que j'avais pas du tout la formation pour. Donc voilà, et j'ai eu la chance d'y rentrer avec mon dossier et de poursuivre là-dedans. Mais en même temps, je suis hyper contente d'avoir fait du graphisme, et puis d'avoir travaillé la typo, la mise en page. Et c'est quelque chose, par exemple, on en parlera plus tard, mais avec Bien Monsieur, qui est donc une revue de bande dessinée, l'envie de faire cette revue, c'était aussi de pouvoir travailler la forme du livre, réfléchir aux méthodes d'impression, faire la mise en page et tout ça. Ouais. Mais oui, donc du coup, tu rentres ensuite aux Arts Déco Paris. Ouais, en 2009. En 2009, ok. Et donc là, pareil, en graphisme. Et tu fais combien d'années là-bas ? J'ai fait 4 ans. Ok. Et alors, est-ce que, du coup, moi, il y a un dessin que j'aime bien que tu nous as partagé après. Alors, on le voit peut-être pas très bien. Alors ça, c'était encore en BTS. C'était encore en BTS, mais en fait, c'est une série dans ce principe aussi un peu de la liste que tu as et de la répétition. Donc là, on a à la fois, tu reproduis à l'infini comme ça, un arrosoir, et puis en même temps, sur la deuxième, il s'efface au fur et à mesure. Donc cette idée de la trace, de l'effacement, qu'on va retrouver un peu après dans ton travail. Donc ça, c'est quelque chose qui était un travail que tu avais dû faire peut-être pour un sujet, ou tu avais plutôt fait pour toi on devait choisir un objet et un verbe. Et donc j'avais choisi refaire et puis un arrosoir. Et c'était un projet que j'avais vachement aimé faire parce que voilà, je pouvais me donner des consignes strictes et puis essayer de tester un peu ses limites. Alors, comme en fait le dessin, c'était pas quelque chose... je me sentais pas forcément hyper en confiance dans mon dessin, même si j'aimais dessiner. Et du coup, d'avoir un cadre très précis, ça permettait de faire du dessin intelligent en quelque sorte, quoi, sans être dans des questions de beau ou d'émotion. Et c'est quelque chose qui était très difficile pour moi, en fait, de produire des belles images. Parce que je pouvais voir des belles images et me dire « Ah, c'est beau », mais d'arriver à en faire, je le ressentais pas, quoi. Et du coup, passer par le côté plus intellect ou conceptuel, ça me semblait plus facile. Et du coup, le dessin raconte directement quelque chose ouais, c'est ça. Par le principe ou la contrainte. Ouais. Et du coup, c'est aussi pour ça que la bande dessinée, c'est venu plus facilement que l'illustration.
parce que voilà, on raconte quelque chose, tout ce qu'on montre sert à quelque chose. Et alors évidemment, il y a plein d'émotions qui peuvent passer, qui peuvent être rajoutées, mais ça s'appuie pas directement là-dessus, quoi. L'idée de la série de motifs et puis de refaire, c'est très lié à la bande dessinée. Et la question de l'épuisement, c'est quelque chose aussi que tu imaginais déjà. C'est-à-dire qu'après, quand plus tard tu vas faire des livres, est-ce qu'il y a la question d'épuiser le sujet ou de s'épuiser dans le sujet ? Ouais, alors j'ai pas épuisé certains sujets clairement parce que Éveil et De la chevalerie ont des thématiques quand même assez proches. Mais effectivement, j'ai pas mal travaillé à partir de listes. De la chevalerie, j'ai commencé en faisant des petits strips de cases avec des mots qui revenaient. Donc là, c'était effectivement l'idée on va en parler. D'épuiser certaines thématiques, de voir tous les sens qu'on pouvait donner à un seul mot. Ouais, carrément. C'est un truc qui revient souvent. Bon, là, on va faire juste une petite parenthèse sur ton travail de graphiste. Ouais. J'ai pris ça, mais je sais que c'est quelque chose que tu as produit après les Arts Déco. Simplement pour dire que ça fait aussi partie de tes apprentissages et de ton bagage. Et ça a sans doute beaucoup nourri aussi ton travail, parce que tu as un goût aussi pour la typo, la mise en page, jouer avec les bulles, avec les phylactères, avec plein de choses. Donc du coup, j'ai mis ce travail-là, qui est peut-être pas le plus... c'est peut-être anecdotique pour toi, je sais pas, mais en tout cas, voilà. Non, c'est un livre que j'ai bien aimé faire. C'était pour l'ENS, une revue intitulée Chantier politique. Et c'est un travail que j'ai fait avec Pauline Gourlet et Nicolas Turquet-Duchesnay. Et où on s'est beaucoup amusé dans la forme. On avait très peu de budget, donc il fallait faire une impression en noir et blanc pour avoir un objet le moins coûteux possible, mais où avec une fabrication quand même amusante, quoi. Donc la couverture est imprimée en noir sur papier noir, et du coup on voit avec les jeux de lumière, on voit le texte apparaître et disparaître. Voilà. Et puis après, le livre, en fait, j'aime les livres en général, j'adore lire. Et du coup, c'est ça aussi qui m'a tenue, je pense, en graphisme. C'était de pouvoir travailler le livre, sa matérialité, son poids, son odeur, ce genre de choses. Et puis aussi explorer les différentes méthodes d'impression. Et ça, c'est hyper utile pour une dessinatrice, quoi. Mais oui, mais du coup, je crois que ça va nous mener vers Bien Monsieur, justement. Parce que donc, dans le cadre de ces études, justement, est-ce qu'il y a eu des moments un peu déterminants pour toi en termes de donc, le goût du papier, de l'impression, de l'objet du livre, mais aussi peut-être des rencontres, en tout cas des choses qui t'ont donné envie de bifurquer comme ça vers donc raconter des histoires, le dessin plus narratif, enfin vraiment du dessin narratif et la bande dessinée, et en même temps tu as relié ça avec ce projet la création de cette revue. Alors là en fait j'avais mis un peu avant, effectivement, et c'est bien, c'est pareil, en fait, ça va avec. C'est à peu près en même temps, peut-être ? Ouais, je pense que c'est à peu près en même temps, mais c'est bien, ça fait le lien, ça fait le pont. Alors, je rebondis quand même. Donc, du coup, ça, c'est... en fait, tu vas gagner le 2e prix, c'est ça, Jeune Talent au Festival d'Angoulême, en 2014 2015, je sais plus. 2014, ouais. Ouais, 2014. Et donc ouais, c'est vrai que là, moi, je me suis posé la question, je me suis dit, donc, tu étais dans le graphisme, en même temps, tu avais cette sensibilité, où tu lisais beaucoup, tu regardais des livres, tu t'étais attiré par la narration, et donc tu tentes ce concours dans la foulée après ton diplôme, c'est ça ? Ouais, alors en fait, j'avais déjà fait le concours de la BD scolaire quand j'étais au lycée. J'avais gagné le prix humour. Du coup, j'avais été invitée au festival.
Et j'avais découvert... c'était la première fois que j'allais à un festival de bande dessinée et c'était génial et ça m'avait donné vraiment envie. Et puis, j'avais reparticipé au concours BD scolaire et ça avait été un échec. Et donc, plus tard, j'ai tenté le concours Jeunes Talents. C'était aussi une façon de me forcer à travailler sur des pages. C'est-à-dire que c'était un projet qui tenait juste sous forme de dessin jusque-là, plus des croquis. Et puis, le cadre du concours, ça m'a permis de donner une forme narrative. Et puis, ça a été le début, en fait, de la chevalerie. Ouais, voilà. Donc, en fait, ça, ces 3 planches-là, c'est une série de planches qui vont en fait être les prémices de ton premier récit au long cours. Oui. Qui sera ta première bande dessinée publiée, en fait. Ouais. Et donc, de la chevalerie, mais 4 ans plus tard, en fait, quelque chose comme ça. 2 ans plus tard. 2 ans plus tard. Ouais. Ok. Et donc on en reparlera de la chevalerie, mais là déjà tu es dans cette... c'est un récit autour d'une société médiévale complètement corrompue, patriarcale, comme on peut l'imaginer, et tu joues avec les codes de ce Moyen-Âge pour raconter des choses qui t'intéressent. Et il y a pas mal d'échos avec notre société à nous. Mm-hmm. Et là c'est plutôt sous forme de strip, en fait, avec ces mots que tu aimes bien... listé, peut-être que tu peux nous en parler un peu, puis on va en reparler ensuite, bien sûr. Peut-être que... Ouais. Alors en fait, le départ de ce projet, ça a été vraiment l'image, et j'ai tâtonné pendant un certain temps, plusieurs années en fait. J'avais commencé à faire des images dans le cadre de l'école, et puis c'était dans le cadre d'un cours et j'avais laissé ça de côté. Et puis après, je m'étais dit, je pourrais quand même raconter une histoire avec ça. J'avais essayé plein de formes de narration différentes, vraiment un texte rédigé façon un peu conte de fées, mais c'était pas terrible. Et puis en fait, j'ai commencé à... Je sais pas vraiment comment m'est venue l'idée de ces mots qui s'assemblent et qui créent des petites histoires. Mais une fois que j'ai trouvé le principe, c'était hyper rigolo à faire. Et c'était bien parce que j'avais pas besoin de faire des phrases, quoi. Super pratique. Et du coup, il n'y avait pas de question de style, de bien écrire ou pas, de faire des longues phrases ou pas du tout, trouver les voix des personnages et tout ça. C'était vraiment... aller en fait au plus simple. Et puis ce que j'aimais bien aussi, c'est que du coup le lecteur il se fait sa propre histoire, quoi. C'est vraiment donner le minimum pour que le lecteur puisse s'inventer quelque chose, et voilà. Et donc au départ, je pensais faire tout un livre avec juste ces strips, et j'avais envoyé à des éditeurs qui trouvaient ça intéressant, mais qui me disaient que peut-être ce serait un peu ennuyeux sur le long terme. Et en fait, au bout d'un moment, procéder comme ça m'a permis d'asseoir cet univers, de bien comprendre quelles étaient les relations entre les personnages, quel genre de choses se passaient dans cette société. Et puis... Et du coup, à un moment, je me suis sentie capable de donner une voix aux personnages. Et c'est surtout que je voyais aussi la limitation, c'est-à-dire je voulais développer certaines thématiques, aller plus dans le détail, travailler plus de nuances, et du coup, il fallait être un peu plus bavard. Ça fait vraiment une collection d'images qu'on pourrait imaginer comme un jeu de cartes. Et d'ailleurs, on pourrait supposer que peut-être on peut les brasser différemment et que ça raconterait un peu autre chose tout en gardant la thématique. Ouais. Est-ce que tu avais une narration précise, ou est-ce que toi-même tu as joué un peu avec à quel endroit je fais contrepoint avec ceci ou cela ? J'avais... En fait, au début, j'avais plein de choses à raconter comme ça en strip. Et puis bon, au bout de 5 pages, déjà, je commençais
à être un peu plus en peine et je m'étais fait des petits bouts de papier avec écrit la mort, les femmes, la guerre, etc. Et puis c'était un jeu d'assemblage en fait entre tous ces mots. Donc j'avais vraiment un bon tas de papiers et puis je les mettais les uns à côté des autres et je voyais ce que ça pouvait me raconter. Et donc c'était un procédé d'écriture assez marrant. Et puis après, une fois que je voyais un peu une histoire se créer avec les mots, il fallait aussi travailler l'image et du coup se poser la question, bon là, la guerre, ça fait 15 fois que je l'utilise, comment est-ce que je peux le raconter différemment, le représenter différemment? Ouais, tu joues pas mal avec ça. Donc, t'interchanges des images et des idées en gardant les mêmes mots. Ouais. Et ça, tout d'un coup, ça donne plus du tout le même sens aux mots. En gros, c'est les hommes, c'est la guerre, le pouvoir, la politique et la mort, ultimement, à chaque fois. Et puis les femmes, c'est plus l'ennui, les loisirs, la soumission peut-être parfois, je sais plus. Ouais. Et puis, je sais plus. Et puis souvent, et la folie. Mais la folie aussi. Tu joues un peu aussi avec ces mots-là. Ces pages ont donc eu un prix à Angoulême, le prix Jeune Talent. C'est un prix qui booste, qui met un éclairage, qui permet à des éditeurs de repérer ton travail. Peut-être, mais pas tellement pour moi. Mais ouais, non, en fait, j'ai eu des encouragements, évidemment, pendant le festival, à la suite du prix. Après, entre 3 pages de BD et puis un bouquin de 80 pages, il y a un temps de travail hyper long. Et puis, voilà, c'est un autre type de projet, quoi. On peut être très bon à raconter des histoires courtes et puis se casser la figure sur un récit plus long, quoi. Donc, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'éditeurs qui proposent vraiment des contrats aux lauréats du concours Jeunes Talents. Si ça arrive, peut-être, je ne sais pas. Moi, ça n'a pas du tout été le cas. Et du coup, par contre, ça m'a donné envie de poursuivre. Et puis, ça m'a peut-être fait croire au projet, quoi. Je me suis dit, peut-être que ça peut devenir un livre. Mais ce n'était pas vraiment l'intention de départ. Ouais, c'était encourageant. Oui, bien sûr. Ouais. Et donc, du coup, voilà, on retourne vers Bien Monsieur. Alors là, c'est à peu près dans la même période. Donc là, tu crées une revue de bande dessinée avec Elsa Abderrahmani. Abderrahmani. Là, c'est en 2015 ou 2016. 2015. Et du coup, alors, est-ce qu'elle était avec toi aux Arts Déco Paris ? Non, on était en BTS à Duperré. C'était en BTS. Ensemble. Ouais. Ok. Et donc, c'est une revue qui propose des courtes bandes dessinées autour souvent du thème de la politique, quand même. Enfin, de l'actualité, en tout cas. Ouais. Mais traitée de manière à chaque fois assez différente, de manière philosophique, poétique. Parfois, carrément, c'est de la science-fiction. Parfois, c'est hyper décalé. Et donc, je sais pas comment... tu vas nous en parler un peu. Déjà, comment est née cette envie de faire cette revue. Puis là, toi, tu as vraiment une casquette, pour le coup, de co-éditrice, quoi. Ouais. Alors, en 2015, avec Elsa, on partageait un atelier avec d'autres artistes parce que Elsa a fait les Beaux-Arts de Cergy. Et du coup... on avait un atelier partagé avec plutôt des artistes plasticiens. Et on avait parlé de faire une revue collective de l'atelier. Et puis, en fait, avec Elsa, on voulait faire de la BD. Et puis, c'était pas au goût de certains qui avaient plutôt envie de faire une revue d'art contemporain qui se la raconte, quoi. Et du coup, voilà, on s'est dit, et c'est pas assez bien pour eux, faisons un truc toutes les deux et puis on verra. Et du coup, on a lancé le projet toutes les deux, mais on n'était pas, on n'était pas officiellement
dessinatrice et encore moins de bande dessinée. Et on connaissait pas tellement d'auteurs de BD. Et du coup, on a proposé à 2 amis graphistes, mais qui aimaient bien dessiner, qui aimaient bien la BD, de faire ce projet avec nous. Et ça a été la première saison, on va dire, la première année où on a fait 4 numéros avec des histoires en fait en 4 épisodes. Et on a participé au Festival d'Angoulême. On avait un stand au Nouveau Monde, en BD alternative. Et puis voilà, et ça a été un peu la découverte du milieu. On a fait plein de rencontres. Et puis petit à petit, ça nous a donné envie de proposer à des gens, à des vrais auteurs de BD. Finalement, Bien Monsieur, ça faisait pour nous, quand Charlotte préparait le déroulé de cet antipasti, la bascule vers le monde professionnel de la bande dessinée. C'est un peu le moment du pied à l'étrier, un peu plus encore. Tu viens de le dire, vous baignez dedans. Et Bien Monsieur va avoir un prix de la bande dessinée alternative à Angoulême, quelques années après sa création. Ouais, en 2018. Ouais, et là, pour le coup, ça nous a vraiment aidé d'avoir ce prix. Parce qu'on avait commencé sous une forme vraiment de fanzine, fabriquée avec un petit budget. Et puis, au fur et à mesure des années, on a pu augmenter le nombre de pages, améliorer la fabrication, passer à un nombre de tirages aussi plus important. Et puis obtenir une aide du Centre national du livre. Enfin voilà, c'est devenu un projet beaucoup plus ambitieux que ce qu'on avait pensé au départ. Du coup, je crois que c'est... on passe à la partie dégustation, on va continuer d'en parler, de Bien Monsieur. C'est la partie où on rentre vraiment dans ton travail, dans ton œuvre d'autrice. Alors, j'ai remis quelques images de Bien Monsieur. Moi, j'ai eu l'impression que, concernant ton travail, par exemple, ça, je sais pas, c'est Bien Monsieur ou c'est autre chose? Ouais, c'est une série de cartes postales qu'on avait faites pour Bien Monsieur. Ok. L'impression que c'était pour toi un super laboratoire d'expérimentation en fait, graphique, narrative, dans lequel ensuite tu as été repioché des choses, repuiser des choses pour tes livres. Oui. En tout cas, ça avait l'air d'être ça donne envie, quoi, vraiment une récré pour raconter des choses que tu as envie de raconter sans que ce soit des récits trop longs et trop lourds, en t'amusant vraiment avec les sujets qui t'intéressent. Et en même temps, en accompagnant, j'imagine, d'autres autoristes avec qui que tu chaperonnais un peu en tant que co-éditrice, quoi. Bon, peut-être que ça se faisait de manière très libre. Ouais, j'imagine bien, très libre et très égale, mais comme au final, vous étiez un peu quand même les DA à deux, c'est ça Oui. Donc, est-ce que ça t'a plu, toi, d'avoir cette casquette-là aussi, parce que du coup, de suivre aussi toute la fabrication, l'impression, c'est de la risographie. Donc Au départ, c'était de la riso, après on est passé à de l'offset. Ouais. Mais c'est passionnant en fait comme projet. Après, c'est très chronophage et puis c'est un projet qu'on a monté sans se payer et puis sans se dire qu'un jour on pourrait se payer pour ce travail. Mais ça nous a permis effectivement d'avoir un espace pour publier des choses. On avait envie d'avoir un discours, on avait envie d'écrire sur des sujets de société. Donc c'était aussi, il y avait un aspect un peu cathartique, quoi. Et puis en fait, comme on avait, au départ, on voulait faire 4 numéros par an. Après, on a ralenti progressivement. Mais du coup, on avait cette obligation de publier des histoires. Et donc, il y a certains numéros, on n'était pas forcément hyper inspirés. Et puis, il fallait quand même produire quelque chose. Et du coup, ça a été un endroit d'expérimentation hyper intéressant parce que, il y a la possibilité de se tromper aussi. Alors bon, ça peut être embêtant si on pense
vente, etc. S'il y a un numéro qui est pas terrible, ça peut poser problème. Mais voilà, du fait aussi que c'était un projet collectif avec plein d'histoires différentes, plein de styles de dessins différents, c'est aussi... Enfin, c'est précieux, quoi. C'était des chouettes rencontres qu'on a pu faire. Et puis la micro-édition, ça permet vraiment cette liberté qui est un peu folle, quoi. Bah oui, ouais. Et ouais. Non, mais choisir tout... parce qu'après, quand on fait un livre avec un éditeur, l'éditeur, il a son identité graphique, il a... ses goûts aussi, et du coup moi comme j'avais une formation de graphiste en fait de la chevalerie, ça m'avait un peu troublé les échanges avec mon éditeur au départ, quoi, parce que j'avais une idée de ce que serait l'objet fini qui était pas qui était un peu naïf, quoi, et qui était très personnel, et puis voilà, et du coup faire une revue, c'était aussi se dire là je vais choisir le papier, je vais tout définir moi-même, et c'est assez jouissif. Comme le disait Charlotte, Bien Monsieur, c'était l'endroit aussi donc d'expérimentations diverses, de techniques diverses, de narrations diverses. Est-ce que tu vas encore parfois puiser dedans pour retrouver des éléments, des bribes ou des stimulations sur les récits que tu produis en ce moment ? Oui, alors là, par exemple, dans les numéros 11 et 12, j'ai fait des histoires à la gouache. Et c'est des histoires qui m'ont permis d'amorcer une sorte de tournant graphique et d'explorer des nouvelles choses, et que j'ai envie de poursuivre. Alors voilà, je sais pas... C'est pas forcément prolonger les histoires, mais plutôt le style de dessin, par exemple. On le verra, je pense, à la toute fin de notre antipasti. Non, enchaînons sur peut-être la suite. Après Bien Monsieur, alors oui, c'est vrai que la page d'avant dans Bien Monsieur faisait assez fortement référence peut-être à une de tes influences revendiquées. Tu nous en as donné plusieurs dans des gens dont tu aimes beaucoup le travail. Mm-hmm. Alors sans que ce soit non plus une influence directe, parfois c'est probablement des nourritures. Mais Dominique Goblet, notamment son travail dans Faire semblant c'est mentir, c'est vrai qu'il y a quelque chose dans la manière d'installer la narration et le dessin et de travailler les formes des personnages, où j'imagine assez bien que ça a pu te marquer en tout cas. Ouais, alors moi ce que j'aime beaucoup dans son travail, c'est particulièrement ses peintures, et du coup c'est aussi le passage d'un médium à un autre, la liberté dans le dessin, dans les représentations qui sont hyper inspirantes, quoi. Plus les bouquins qui sont publiés chez le Frémoc que celui-ci qui était à l'association. Ouais. Plutôt, ouais. Oui, voilà, bon, c'était une petite parenthèse référence qui fait partie aussi de ce qui a pu t'influencer. Et puis là, c'est juste, je les ai piqués sur ton site. C'est des petits gifs que je trouvais hyper cool. On les voit pas en entier. On retrouve toujours ce principe du mot associé à une image. Et avec un jeu de rebond comme ça Ouais, alors là c'est en fait c'est pas des strips, c'est vraiment une histoire qui doit faire je sais pas il y a peut-être 30 lignes comme ça, et c'est c'était suite aux attentats, c'était une histoire que j'avais faite avec pour titre Naissance de la peur et réappropriation politique. Et voilà, j'avais envie de faire des choses un peu animées, et puis de laisser aussi l'interprétation au lecteur. La question politique, elle était déjà présente fortement dans Bien Monsieur, et peut-être avant. Et puis on va le voir avec De la chevalerie, il y a aussi une question politique qui peut-être est l'enjeu principal de ce premier livre, même s'il y a bien d'autres choses dedans. On a passé un peu vite. Un peu vite avec la souris. Alors, j'ai refait tout bugger.
Parce qu'il n'y a plus les petites flèches. Bon, c'est pas grave, mais il y avait la... Attends, est-ce que c'est... Ah, voilà. Hop. Ni vu ni connu. Alors, c'est pareil, c'est coupé, mais c'est donc le titre... Ouais, peut-être qu'on peut recaler... le titre, c'est de la chevalerie. Donc ça, c'est ta première bande dessinée publiée. Ouais, et là, c'est la première couverture, parce qu'on a fait une réédition avec une nouvelle couverture. Zut, ouais, et un format un peu plus réduit. Ouais, oui, c'est vrai. Et du coup, ça, donc, chez Atrabile, donc tu me disais 2019, c'est ça 2016. 2016, en fait. Ouais. Ah oui, non, 2019, c'est Éveil. Non, c'est 2021. Ouais, donc il y a 2019, il a dû se passer un truc, mais ça c'était pas ça en tout cas. Et donc de la chevalerie, donc là voilà, effectivement tu vas nous en parler. Donc on reprend tes planches, enfin on repart un peu des planches que tu avais proposées pour le concours à Angoulême. Donc on est dans ce Moyen-Âge un peu fantasmé où les hommes et femmes chassent à d'autres cochons des autruches, par exemple. Oui. Donc il y a un côté un peu fantasmé, un peu fantaisiste, en même temps assez dur, notamment sur la domination de l'homme sur la femme, sur la démagogie et la manipulation dans la pratique du pouvoir. Ça, tu l'explores pas mal. Tu fais se croiser des personnages, dont le roi. Et puis ensuite, tu as aussi ces planches de strip qui reviennent régulièrement comme un motif, comme ça, un peu petite blague aussi. Puis après, on revient dans des dialogues entre le roi ou d'autres personnages qui gravitent autour de lui. Et donc, moi, je me suis dit, bon, ça parle quand même de la guerre, beaucoup, mais tu utilises le décor du Moyen-Âge, les codes qu'il y a autour de cette imagerie-là. Donc comment ça t'est venu en fait, à la fois cette idée du Moyen-Âge et à la fois l'envie de parler de la guerre, du pouvoir, de manière un peu archétypale en fait. Ouais. Alors le projet, il est venu d'un vitrail que j'avais vu dans un monastère qui représentait des châteaux de façon hyper stylisée. Et en fait, j'avais pris en note un bout de ce vitrail et je m'étais mise à dessiner toute une série de petits châteaux comme des pictogrammes et puis petit à petit j'ai commencé à rajouter des personnages et les cochons en fait c'est venu parce que j'avais la flemme de dessiner des chevaux et aussi c'était rigolo, enfin en fait, je voulais un peu me moquer quoi, de ce côté chevalier qui est des chevaliers qui sont censés être hyper nobles, hyper courageux, chercher à établir une sorte de justice quoi, et puis qui finalement sont tout le contraire. Donc les faire monter sur des cochons, c'était plus marrant quoi. Ça rendait le truc vraiment grotesque et puis voilà, et puis c'est devenu tout un univers et puis j'avais envie d'avoir une sorte de galerie de personnages. Il y a quand même pas mal de personnages mais ils sont très caricaturaux quoi, très donc on peut bien, enfin ils correspondent aussi à des tranches de la société ou enfin voilà, c'est un peu l'individu qui va représenter le groupe et du coup le récit il est pas pensé d'une seule traite, c'est vraiment ça s'est construit par scène. J'avais envie de développer des choses sur la guerre et du coup je réfléchissais à qu'est-ce que je peux aller chercher, qu'est-ce que je peux raconter. Et alors l'obsession guerre, je me l'explique plus ou moins. En fait, dans ma famille, la guerre a eu un impact assez fort sur les individus et du coup, je pense que c'est quelque chose qui m'a toujours un peu fascinée, quoi. Qu'il y avait des choses pas forcément cachées, mais des choses qui n'étaient pas racontées, ou alors au contraire des choses qui étaient racontées sur les personnes héroïques qu'il pouvait y avoir. Du coup, il y avait aussi quelque chose de l'ordre du récit, quoi, qui
soit qui étaient faits, soit qui ne l'étaient pas et puis qu'il fallait faire. Et pendant de la chevalerie, pendant que je travaillais là-dessus, j'ai fait pas mal de recherches. J'ai vu beaucoup de films sur différentes guerres. J'ai lu des livres. J'ai suivi l'encyclopédie de la guerre de Jean-Yves Joannet, qui était une sorte de performance artistique qui se passait au Centre Pompidou, assez génial. Enfin voilà, il y avait plein de choses quoi, pour nourrir ce projet. Tout à l'heure à l'image, on voyait un de tes carnets avec un découpage déjà assez précis. Alors d'ailleurs, est-ce que c'était des recherches ou déjà un découpage du livre ou des idées jetées de séquences ? Ouais, c'était un brouillon en fait, ouais. Une sorte de brouillon que j'allais ensuite recopier au propre. C'est ta méthode de travail ? Tu as toujours des carnets avec des brouillons justement qui non, sont assez aboutis quand même pour des brouillons ? Ouais. Les carnets, c'est plus pour l'écriture. Et après, j'ai beaucoup de feuilles volantes qui sont des brouillons où je dessine, je redessine par-dessus. Donc, à la fin d'un projet, j'ai des feuilles qui ont l'air d'être complètement saturées de choses qui n'ont aucun lien, mais il y a un ordre quand même que j'arrive on verra, je crois, tout à l'heure. à comprendre. Mais je fais pas vraiment de crayonné. En fait, je m'ennuie très facilement, ou alors j'ai la flemme très facilement. Enfin, je pense que c'est un mélange des deux. Et du coup, j'ai envie d'aller au plus efficace, quitte à parfois faire des détours et devoir tout recommencer. Mais c'est ma façon de travailler. C'est un truc qui t'arrive, ça, de reprendre vraiment des planches entières Ouais. Ah ouais. Pour de la chevalerie, non, mais parce que je travaillais aussi au crayon à papier, donc je pouvais gommer facilement. Par contre, pour Éveil, j'ai refait pas mal de pages. Ouais. Ce premier livre de la chevalerie, il y a un symbole fort du premier livre. En plus, chez un éditeur à Trabil qui a un assez beau catalogue, c'était un enjeu pour toi et c'est encore un livre qui a une certaine émotion ? Je sais pas si je me suis réjouie autant que ce qu'on imagine que les auteurs devraient se réjouir. Disons que en fait, évidemment, j'étais hyper heureuse d'être publiée. Après, concrètement, la publication a pas changé ma vie du jour au lendemain. Enfin, je me sentais pas beaucoup plus autrice de BD après de la chevalerie qu'avant. Enfin, et puis en fait, quand le premier livre il est terminé, ben il faut passer au deuxième. Et c'est terrible comme pensée. Parce que c'est tellement de travail que le deuxième, on se dit, oh là, peut-être un seul, ça suffit, quoi. Je sais pas. Et du coup, c'est vrai qu'il y a pas mal de libraires qui me disaient tu dois être trop contente, c'est super et tout. Et moi, j'étais déjà en train de penser à la suite et à la galère que ça allait être. Donc, mais bon. C'est pour ça qu'il y a eu autant de temps entre les deux ? Ouais, je pense. J'avais l'impression... en fait, de la chevalerie, il est venu un petit peu comme ça. Et puis... j'avais pas pour ambition de... Enfin, j'avais une idée que j'ai suivie pour un livre et puis j'avais pas d'idée d'autres livres derrière. Et puis la deuxième idée que j'ai pu avoir, qui était un peu de prolonger les histoires que j'avais faites dans Bien Monsieur, c'était pas hyper excitant pour Atrabile. Donc il m'avait dit, en gros, tu peux faire mieux. Et il m'a fallu beaucoup de temps pour trouver une idée ou une envie. Ouais. Mais ça, après, je trouve que là, maintenant, j'ai plusieurs livres en tête. Je sais la suite. Quoi. Longueur d'avance sur... après, ça peut aussi... Ce qui est bien. Mais ça peut aussi changer au fur et à mesure de l'évolution... de tes lectures. Mais il y a comme une mécanique qui s'est mise en place peut-être.
en tout cas une mécanique du déclenchement de l'envie ou du récit. Ouais, mais aussi quand je faisais de la chevalerie, je travaillais beaucoup comme graphiste. Donc voilà, j'étais pas, je sais pas, j'étais pas, je pensais pas forcément faire beaucoup de récits ou. Et puis même avant de la chevalerie, en fait, le désir d'écrire, il était là depuis longtemps, mais j'avais rien à dire, quoi. Je voyais pas du tout ce que je pouvais raconter. Et du coup, de la chevalerie, c'est sorti un peu malgré moi. Et puis après, je me suis retrouvée à nouveau à me dire, mais qu'est-ce que je vais raconter? Enfin, et puis voilà. Alors après, je pense que l'expérience fait que on est peut-être... on devient meilleur à capter les choses intéressantes qu'on vit, je sais pas, on réfléchit peut-être ouais, puis plus facilement. Peut-être qu'on a plus accès aussi à ce qui nous touche, à ce qui nous bouleverse en grandissant / vieillissant. Mais c'est sûr. Après, là, c'est vrai que par exemple, dans De la chevalerie, c'est pour ça que j'ai mis cette image après, parce qu'il y a un peu un gap dans le traitement. Mais dans De la chevalerie, t'es vraiment... il y a beaucoup de personnages. C'est au trait. Et on est vraiment très près de tes personnages. Et le dessin est vraiment là pour raconter quelque chose de clairement narratif. Et on part pas forcément dans des images contemplatives, un peu plus expressionnistes. Et du coup, en même temps, tu parles d'un propos qui s'y prête bien, qui est à la fois complètement décalé et en même temps un peu sérieux quand même, puisque ça parle de choses aussi sérieuses. Et ensuite, t'es allé vers autre chose, quoi, pour le livre suivant. Alors moi, j'ai mis cette image-là que tu nous as fait suivre. Alors je sais pas si c'est ton atelier. Oui. Ouais. Enfin, ton atelier actuel. Actuel, ouais. Ok. Et où là, t'es vraiment dans notre tambouille, quoi, avec de la peinture, des pinceaux et donc dans un autre traitement, un autre traitement graphique, même si on retrouve ton trait, ton dessin dans les deux. Ça, c'est un projet récent ou c'est quelque chose Ouais, c'est un projet en cours. Ok. Ouais. Sur les poils. Ah oui, voilà. Ok. Avec des je veux pas arbres. trop en dire maintenant parce que c'est un projet très laborieux et du coup, je veux pas me porter la poisse. Ouais. Mais c'était pas l'idée. C'était juste pour montrer ton bureau. Mais voilà. Effectivement, il y a de la peinture, il y a un mélange de techniques. Et ce que j'aime bien dans les projets, c'est d'être dans un apprentissage, en fait. Et du coup, ça prend aussi, c'est aussi pour ça que ça prend du temps, je pense. C'est que je me dis, j'ai envie de faire de la peinture. Et puis après, je fais des trucs plus ou moins bien. Et puis, voilà, il faut que ça évolue dans le temps, quoi. Non, ça fait une bonne transition vers Éveil, ton deuxième livre, quelques années après, donc toujours chez Atrabile. Alors ça, c'est pas toi. Là, c'est pas toi, c'est Ludovic de Burme. Une ref de Ludovic de Burme, parce que tu nous l'avais partagé. Oui. Et j'ai trouvé qu'il y avait effectivement quelque chose dans le trait, dans le traitement des personnages. Ça, c'est issu de la BD Trois Fils. Les Trois Fils. Les Trois Fils, ouais. Il y a celle-là après. On va pas forcément s'attarder dessus. Ouais, mais là aussi, comme chez Dominique Goblet, je trouve génial comment il peut passer de la peinture au crayon à papier, du trait à la plat. Et puis aussi faire des BD plus grand public. Je trouve ça assez fascinant. Et puis vraiment aller chercher l'émotion dans la technique, quoi. Se dire, suivant la technique que je choisis, ça va apporter quelque chose à la narration, au ressenti du lecteur. Et c'est ce que j'essaye de faire dans mes livres, de changer, d'une part, pour moi, me donner envie de travailler sur les projets, mais aussi pour coller. Enfin, et je pense que c'est aussi quelque chose que j'ai appris en tant que graphiste, quoi. C'est vraiment chercher le bon outil, la bonne mise en page, la bonne présentation pour faire passer une émotion visuelle. Alors le bon outil pour Éveil, c'est le crayon de couleur. Ouais, et puis en plus, je l'ai fait à l'instinct, donc c'est pas forcément le bon exemple, mais...
j'avais envie de travailler la couleur et puis comme j'avais fait de la chevalerie au crayon à papier, le crayon de couleur c'est venu un peu par facilité, quoi. C'est le truc d'après. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est un peu le même type d'utilisation. On peut passer du trait, enfin on peut faire varier l'épaisseur du trait très facilement, on peut passer à de l'aplat, on peut mélanger les couleurs. Et puis en fait j'ai choisi de travailler en trichromie, quoi. Enfin il y a plus de couleurs que ça, mais il y a 3 grandes thématiques colorées et à chaque fois c'est 3 crayons de couleurs différents. Et du coup c'était aussi cadrer les choses pour pas me lancer dans des choses que je pouvais pas maîtriser et puis qui auraient été trop bordéliques. Et donc il y a un changement de technique, mais il y a un changement aussi de manière de narrer les choses. Alors, il y a des liens évidemment avec de la chevalerie. On parlait de la guerre tout à l'heure, ça s'ouvre, ou quasiment ça s'ouvre sur une scène de souvenirs de guerre de ton grand-père. Mais il y a aussi ce jeu narratif très, très fort, je trouve, d'utiliser le tutoiement pour te désigner, puisqu'on comprend assez vite que c'est une autobiographie, te désigner dans, on va dire, la vie réelle quotidienne ou les souvenirs de cette vie réelle, et un jeu qui apparaît au moment de rêves qui sont très symboliques, très, très presque psychanalytiques assez souvent. Cette narration-là, elle existe assez souvent en poésie, en littérature, en chanson, pourquoi pas au cinéma aussi, assez peu en bande dessinée. Ouais. Le tutoiement pour désigner ta propre personne. Enfin, moi, ce que je m'étais dit aussi, c'est ça, c'est que du coup, ça te permettait de ne pas être trop journal intime et peut-être de mettre un peu à distance le jeu, quoi, du journal intime. En même temps, tu puisses clairement dans des souvenirs et c'est dans des fragments autobiographiques. Et en même temps, le tu, il y a quelque chose d'assez comme une conscience, quoi, qui te regarde et qui t'accable pas, qui te juge pas, mais qui dit bon voilà, là tu te sens comme ça, là tu fais un truc pas super, que tu aimerais vivre autrement, mais tu fais bien comme tu peux, et puis là tu ressens ces trucs, ce malaise, et c'est vrai que c'est pas mal, quoi, parce qu'on est peut-être moins collé à toi, enfin, ou peut-être pour toi c'était peut-être plus pour toi que c'était comment dire, de mettre cette distance là. Ouais, au départ, j'ai écrit à la première personne et puis je me censurais beaucoup et puis c'était dur de pas me regarder en train d'écrire et puis de pas juger en direct l'intérêt de ce que j'écrivais. Enfin, j'avais l'impression d'être impudique et bizarrement, j'en ai révélé beaucoup plus en passant à la deuxième personne. Mais quand même, ça permettait de mettre de la distance, effectivement. Et du coup, j'ai pu dire des choses que je me serais pas permise de dire à la première personne. Et après, pour le lecteur, c'est une expérience différente, quoi, de lire, d'entendre le tu. Enfin, on peut le sentir en miroir, du coup. Et comme j'avais cette peur de me raconter moi, et puis que ça parle pas aux gens, je pense que c'était aussi pour créer un lien plus direct. Il y a aussi graphiquement le fait de assez peu représenter des visages. Là, on a un exemple de silhouette seulement. Il y a des jeux de masques aussi, à l'image de la couverture, mais qu'on retrouve aussi à plusieurs endroits. Donc une projection possible un peu plus forte pour le lecteur, et peut-être une distance supplémentaire pour toi qui te permet d'en dire plus. Ouais. En fait, le dessin a beaucoup évolué sur le livre. J'avais envie par moments d'être dans des choses très symboliques, à d'autres moments je partais d'images existantes, d'images de films par exemple, et du coup je voulais être dans un traitement un peu plus réaliste. Par moments je voulais être au contraire dans l'émotion, dans quelque chose de très nerveux, et du coup les personnages sont pas dessinés de la même façon tout du long. Et puis aussi, je me représente
Mais en même temps, déjà, je me représente à différents âges, donc c'est pas hyper, comme c'est pas chronologique, c'est pas hyper clair qui on est en train de regarder. Enfin, mais bon, c'est pas l'important, quoi. On comprend l'idée dans l'ensemble. En gros, il y a 3 parties de thématique. Plutôt, c'est ce que tu disais, quoi. C'est pas vraiment chronologique, mais tu commences la BD avec la famille. Enfin, la mémoire, en fait, l'héritage de tous les récits que tu as entendus aussi dans ta famille. Après, tout est en rapport avec le corps. Donc, on va dire que c'est le corps familial un peu. Puis après, tu as le corps plus intime. Donc, ton corps à toi. Ton rapport à ta féminité, au fait que tu deviens... Enfin, tu sors de... Enfin, je te dis tu, mais du coup, c'est l'héroïne. sort de l'enfance, arrive vers l'âge adulte et découvre toutes les... traversées par quand même pas mal de questionnements, d'ambivalence, de malaise, de voilà, j'ai envie de séduire, j'ai envie de plaire, en même temps... je me sens objectivée par le regard de l'homme. En même temps, j'ai envie de me défaire de ces normes, de cette, je sais pas, de cette soumission un peu à son genre. Et en même temps, donc du coup, tu construis, tu déconstruis. Enfin, c'est vraiment assez riche, quoi. Et après, la dernière partie, là, c'est plus, je dirais, le corps, politique, quoi, social, qui t'entoure et qui ruisselle aussi vachement sur l'intime, quoi. Donc tu psychologises, mais tu politises aussi vachement la question tout du long. Ouais. Donc ouais. Mais après, c'est pas 3 parties. Enfin, en fait, tout est mélangé. Et puis quand j'ai commencé à écrire, les choses me revenaient un peu par fragments et il y avait des souvenirs qui pouvaient avoir 10 ans d'écart mais qui me semblaient pertinents ensemble. Et du coup voilà, en fait, le personnage en une page peut passer de 7 ans à 14, puis à 30, et puis après on revient dans la vingtaine. Et enfin voilà, il y a des sauts dans le temps. Oui, c'est pas linéaire. Mais parce qu'en fait, l'image accompagne la réflexion, quoi. Donc c'est une lecture entre le journal et puis l'analyse, quoi. Et puis l'image, elle vient souligner des choses. Parfois, elle prend plus de place et elle devient vraiment signifiante. Et ouais, ça peut être un peu déstabilisant pour certains lecteurs. Ouais, ça s'en mêle, mais sans doute comme dans nos têtes, en fait. Hein. Enfin, oui. où les choses sont traversées par plein de trucs différents. Et ouais, là, on a eu envie de mettre tes recherches. Là, on est dans ta tête, justement. Ouais, justement, c'est bien, ça fait vraiment le pont, quoi. Mais le fait que tout s'en mêle, alors comme disait tout à l'heure Henri, il n'y a que toi qui peux, je pense, décoder cette page. Mais elle est assez, ouais. Elle est assez dense. Ouais, alors il y a du texte qui est encore à la première personne, donc c'est un vieux brouillon que j'avais réécrit à la main, voilà, parce que j'aime bien partir du texte manuel quand je passe au dessin, plutôt que d'avoir le texte sur écran ou imprimé même. Et puis après, ouais, il y a des petits croquis. Alors, c'est des pages sur les stéréotypes de genre, l'homme, la femme, voilà, le fort, la faible, etc. Donc, en fait, ouais, je prends les feuilles de papier qui sont à côté de moi et puis je dessine le truc que j'ai besoin de mettre sur papier à ce moment-là. Et puis parfois, je prends une feuille blanche quand j'ai besoin de plus d'espace, mais j'aime bien redessiner par-dessus, économiser du papier. J'ai jamais assez de papier, donc je finis par superposer plein de choses. Avec ce masque qui sourit, ouais. On retrouve pas mal dans ton histoire. Alors moi, je me suis demandé si... j'imagine que c'est tout un entrelac de choses qui ont fait émerger cette histoire. Je me suis demandé quand même si tu t'étais dit... en fait, par quelle fenêtre t'es rentrée dedans ? Parce que tu parles aussi de la famille. Et est-ce que c'est des lectures aussi ? Parce que ça, t'en parles dans le livre.
Et enfin, le premier élément déclencheur, peut-être que tu t'en souviens pas, parce que c'est pas évident de s'en souvenir, mais qui t'a fait rentrer dedans. J'imagine que tu t'es pas dit je vais faire un livre féministe, voilà, où je vais déconstruire plein de trucs. Et c'était peut-être beaucoup plus complexe que ça, quoi. C'est venu. En fait, je faisais des ateliers avec des élèves de CM2. J'étais en résidence aux ateliers Médicis et donc je faisais des ateliers de bande dessinée avec des thématiques plutôt autour de la politique. En fait, on partait d'une revue de presse, quoi. On regardait des journaux ensemble et puis c'était la base d'histoires qu'on créait ensemble. Et en fait, de voir ce qu'ils produisaient, de voir un peu leurs réactions face à l'actualité, de voir comment ils pouvaient comprendre des choses qui me paraissaient hyper complexes et puis à d'autres moments avoir des interprétations super fantaisistes je sais pas, de la vie politique et tout ça. Ça m'a replongée dans mon enfance et du coup le livre il a débuté par une liste encore et une liste des événements médiatiques qui m'avaient marquée. Donc il y avait la guerre du Kosovo, la vache folle, Monica Lewinsky, la seconde intifada, etc. Enfin, Le Pen face à Chirac en 2002, septembre. Le 11 septembre. Et du coup, ça a été les premières pages. Et donc, c'est venu d'abord de la politique. Et ensuite, c'est devenu intime. Mais c'était pas le point de départ. Et c'est intéressant parce que c'est des pages dans le livre où on retrouve ce système de motifs, de cartes un peu comme ça, voilà, de juxtaposées, mais qui disent quelque chose et qui vont lancer la narration finalement. Ouais. Mais ça n'arrive pas au début du récit. Ça a été réagencé. Non, c'est ça ponctue un peu. Ouais, au bout de 30 pages peut-être. Ouais. Ouais, là j'ai mis cette planche qui est ton original, je crois. Ouais. Et on voit les petits scotch. Oui, voilà. Donc quand je rate un truc, je le redessine. Et puis il y a des pages où je recommence d'abord une case, puis 2, puis 3, et puis en fait à la fin j'ai plus qu'une case du dessin original et puis tout le reste ça a été envahi par des doublures. Dans cette bande dessinée, on retrouve vachement aussi le corps sous toutes ses formes, mais beaucoup avec des gros plans anatomiques, avec des plans avec des dézooms. Dans la décomposition du mouvement, par exemple quand tu marches dans la ville, et puis le corps vraiment morcelé, quoi. Il y a une page que j'ai pas là, mais que j'aime bien, où où ton héroïne est en train de se balader dans un musée, elle observe des statues et qui représentent des corps féminins, et elle se dit c'est à ça que je devrais ressembler en fait. Et donc petit à petit elle se fige de plus en plus, plutôt que justement de la mettre en mouvement, ça la fiche comme une statue au fur et à mesure du regard qu'elle pose sur et de peut-être une forme de pression qu'elle ressent à essayer de leur ressembler. Et à la fin, carrément, tu lui enlèves des bouts de bras, des... Ouais. Ouais, alors au départ, elle est spectatrice et puis après, en fait, elle a envie Enfin, elle se met à les imiter, quoi, à prendre la pose et à s'offrir au regard. Et ouais, dans le livre, il y a beaucoup de corps et puis j'avais envie d'explorer différentes façons de le représenter. Alors le corps avec ses vêtements, sans vêtements, et puis parfois le corps nu sous les vêtements. Enfin, donc on peut voir nu, mais en même temps il porte des vêtements. Des corps... beaucoup de corps de l'histoire de l'art aussi, alors des statues, mais aussi je fais une comparaison entre le corps féminin et puis les meubles, et puis du coup je m'inspire de cet artiste dont je vais pas me retrouver le nom, mais bref, un artiste qui a fait du mobilier avec des femmes, où on s'assoit sur une femme
en string ou un truc comme ça. Enfin, voilà. Et voilà, le meilleur de l'histoire de l'art. C'est peut-être pour ça que tu t'en souviens pas. Ouais, en plus, j'ai regardé plusieurs fois, mais bon, il y a un flou sur est-ce que c'est critique ou pas. Bon, ça change pas non plus le regard qu'on porte sur les femmes, quoi, je trouve. Mais... Je m'inquiète de l'heure. Ça fait longtemps qu'on parle, non, peut-être? Je sais pas. Hein. J'ai oublié de prendre un chronomètre. Ah ouais. Donc il faut qu'on accélère un peu, c'est ça? Bah ouais, on va regarder la fin des planches. Alors celle-là, c'était plus parce que je l'ai choisie parce que justement, il y a tes références en tout cas, ce qui a sans doute nourri ton travail à ce moment-là, donc tes lectures. Ouais. Donc ça, j'imagine que c'était pendant que tu faisais la bande dessinée ou c'était avant, peut-être? C'est un mélange des choses avant, pendant. Ouais. Est-ce qu'il y en a un en particulier que tu as envie de nous partager ou pas? Enfin, c'est pas une obligation. Je sais pas. Annie Ernaux, c'est vraiment une autrice incroyable. Alors, et là, je cite La femme gelée, mais son livre Les années, il m'a beaucoup inspirée pour Éveil parce que là aussi, elle fait le lien entre son expérience personnelle et puis le monde dans lequel elle vit, et puis au cours des décennies, et puis comment la société change et puis a un impact sur elle, sur son corps. Et voilà, c'est un roman incroyable à découvrir. J'ai pas eu le temps de le revoir, justement, Les années ou La femme gelée, mais je crois qu'il y en a un des deux qui est au-dessus, justement, dans la narration. Ou en tout cas, il y a un des livres d'Annie Ernaux qui utilise ce principe de narration. Je ne sais plus lequel. Ah bon? Référence floue, vous chercherez. On va aller fact-checker ça après. Mais oui, c'est vrai qu'il y a pas mal de passerelles avec Annie Ernaux. Et là, j'avais mis celle-là voilà, pour illustrer ce que tu viens de dire. C'est le corps un peu maladroit, empêché, qui essaye peut-être de se rendre féminin, mais qui n'en a pas vraiment envie. Ouais. Et puis il y avait cette image que j'aimais bien aussi, alors là ça apparaît en très gros plan, donc on voit pas bien la perspective du haut de l'image, mais où tu as quand même certaines pages comme ça qui sont beaucoup plus denses, remplies quoi, assez nerveusement aussi, mais avec du trait et un peu le blanc du papier, et où tu as vraiment des scènes plus immersives où on se retrouve avec différents personnages muettes, sans forcément qu'il y ait de texte. Là, c'était avec ta famille. Ouais, et là, c'est une page que j'aime beaucoup par le sujet que je représente, mais aussi techniquement parce que c'est pas le genre d'image qui me viennent facilement. Et du coup, là, j'avais pris beaucoup de plaisir à la faire et j'étais étonnée du résultat, finalement. Donc, voilà, c'est quelque chose que j'essaye aussi de développer dans mon travail plus récent, quoi, de travailler vraiment l'image, le plaisir des couleurs, de la composition, voir ce qu'on peut dire sans mots aussi. Ouais, plus une illustration, finalement. Tout à fait. Ouais. Il y a un vrai nom pour ça. C'est de l'illustration. Ouais. Enfin, ça peut. Mais qu'on peut retrouver dans la bande dessinée, heureusement. Alors, les mignardises, là, c'est la partie où, en fait, en vrai, c'est un peu la même partie, mais, mais bon, c'est pas grave, on suit le fil d'Antipasti. Donc ça, c'est des projets qui sont en parallèle, mais qui sont en fait complètement tes projets aussi, mais qui sont pas publiés. Ouais. Et qui sont peut-être plus satellitaires ou alors qui sont plus artistiques ou dédiés à d'autres formes que le livre. Là, du coup, c'est un extrait de ton carnet. Ouais, c'est un carnet. Alors, j'ai quand même des carnets où je fais quelques dessins, mais ça reste vraiment du croquis. Ouais, j'ai pas un carnet par projet, quoi, incapable d'être aussi ordonné. Et là, c'est un carnet, des dessins
de gravure, de projet de gravure. Parce que je suis résidente à l'atelier Genevois de gravure contemporaine. Et du coup, je me suis mise à la gravure. Enfin, j'en avais fait aux Arts Déco. Et puis là, j'ai vraiment pu aller découvrir et commencer à maîtriser quelques tout petits trucs de gravure. Et du coup, ouais, c'est d'autres formes de création, de composition des images. C'est hyper intéressant parce que du coup, comme dans la création des images en gravure, il faut tout penser doublement à l'envers, quoi, parce que je fais... déjà, on dessine à l'inverse de ce qui va être imprimé. Et en plus, pour la gravure sur cuivre, ce qui est le cas ici, comme on va faire tremper nos plaques dans de l'acide, il faut protéger ce qui va être blanc. Enfin, donc au lieu de dessiner en noir, on pense le blanc en premier lieu, quoi. Et du coup, c'est une gymnastique mentale fatigante, mais hyper, hyper chouette. On voit un peu après. Donc ça, c'est une impression d'une de tes gravures. C'est un tirage. Ouais. Enfin, c'est un tirage. Et alors, là, du coup, ce projet-là, il est actuel. Enfin, tu es encore en train de le mener. Oui. Ouais. Ouais, mais c'est un peu le projet. C'est une partie du projet de résidence à Fumetti. Et l'idée, c'est que ces dernières années, j'ai fait pas mal de gravures, de peintures autour des images de la mémoire traumatique, autour du deuil, de la disparition. Et là, j'essaye de trouver une forme narrative pour rassembler ces images et en faire un livre qui sera sans doute un mélange de gravure, de peinture, de dessin, voilà, quelque chose un peu décousu. Mais un récit quand même. Mais un récit quand même, ouais. Je crois qu'on voit... Ouais, j'aime bien cette image, parce que du coup, on retrouve... En fait, c'est assez différent d'Éveil, mais on retrouve le principe de cacher un peu... Alors là, c'est un visage qui a le masque, ou cacher le corps. Donc là, c'est carrément lui qui cache lui-même c'est son portrait ou... C'est pas son portrait, non, c'est pas lui, non. Mais ouais, c'est un souvenir peut-être ou... Ouais, c'est ça. Ouais. Je voulais... en fait, c'est ce personnage de peintre qui est envahi d'images dont il ne veut pas et qu'il voudrait faire disparaître. Alors, il y a faire disparaître en recouvrant, faire disparaître en cachant, faire disparaître en reproduisant à l'infini. Puis du coup, voilà, enfin, ça devient surpeuplé, mais en même temps, c'est un peu... ou en se superposant perdu. Tellement qu'on ça. On discerne plus. Ouais. On retrouve le refaire de tout à l'heure. Un peu, ouais. Tout est lié. Bah oui, voilà, tu as un travail très cohérent, Juliette. Tout était dans le premier dessin de Mickey. Ouais, mais ça, c'est bien parce que c'est des choses dont on se rend compte avec le temps. Parce qu'au début, on se dit, mais j'ai l'impression d'aller dans tous les sens et qu'il n'y a rien de cohérent. Et puis, avec les années, il y a quand même quelque chose qui... Bah, tu as tes obsessions. Logique, ouais, voilà. Une logique interne. Bah, après, on pourrait se dire que le traitement graphique est très différent, en toute proportion gardée, mais en tout cas, on est dans quelque chose de plus fin, avec plus de détails, plus de traits et plus de finesse. Et en même temps, voilà, le propos, c'est un sujet qui t'intéresse depuis un moment, en fait. C'est juste une autre manière de l'aborder graphiquement et narrativement aussi. Là, tu es avec un personnage masculin, plutôt. Tu sais pas trop, en fait. Je sais pas trop, ouais. Entre les deux. Et la fin. Tu avais peut-être encore des choses à nous dire sur ce projet-là. Je sais pas, parce que la dernière partie, c'est aussi ce projet-là, je crois. Ouais, voilà. Tout est lié, en fait. Tout est lié. Bah oui, parce que du coup, voilà, j'ai juste mis 2 références que tu nous as partagées en ce moment. Donc, David Hockney. Ouais. Et justement, une gravure. Voilà, qui est une gravure. Ouais.
que tu dois connaître depuis longtemps, comme pas mal de... Oui, ouais. Ouais, mais de dessinateurs. passion renouvelée Ouais, à chaque instant. Tu m'étonnes. Mais je me souviens d'avoir vu ses gravures enfin, parce que c'est un artiste qui a fait aussi qui a fait du récit, qui a fait des choses très variées, quoi, et ouais, et plus ou moins noble, on va dire. Enfin là, pas que de la grande peinture, quoi. Et je trouve ça super. Très, très libre. Mm. Je sais pas si on a une autre après. Je pense que c'est... Non, bah, tu vois, voilà. C'était une image. Tu nous avais parlé aussi d'une autre peintre. Et là, je ne l'ai pas dans le déroulé. Ouais. Voilà, qui fait des paysages, il me semble. Marie-Claire Mitou. Ouais, c'est ça. Ouais. Voilà. Donc, on la nomme. Ouais, puis, c'est hyper beau. Allez voir ce qu'elle fait. Et ouais, c'est très très beau. Et là, du coup, c'est des peintures. Alors, tu as fait une série de peintures que tu as nommées Falaises. Ouais. Et qui... bon, bah voilà, c'est un peu pas très bien rangé. Là, on est chez Matisse. Ouais. On va revenir juste sur ta falaise là. Il y en a d'autres. Donc ça, c'est aussi lié à ton projet sur la mémoire traumatique. Ouais, alors d'une certaine façon, en fait, là, c'était plutôt retrouver un goût pour le dessin, pour la peinture, sans réfléchir à ce qu'on fait. Enfin, juste produire des formes et puis voir où ça mène. Et donc, je l'ai fait vraiment pour moi au départ. Et puis en fait, ce motif de la falaise, ça m'a évoqué d'autres choses. Et puis du coup, ça devient une partie du récit sur lequel je travaille. Oui, ça s'effondre aussi, les falaises. Ouais. Ouais. Ça s'effondre, ouais. On retrouve la peinture de la sorcière du début. Hein. Un peu, hein. Ouais. Il y a un truc. Alors oui, il y avait juste une image de Matisse qui était assez évocatrice, Ouais. que t'aimes beaucoup, avec des corps en plus au fond qu'on discerne, des dessins de corps et de statues. Ouais, et puis aussi les peintures d'atelier, je trouve ça assez fascinant. Et David Hockney aussi a fait plein de dessins, de peintures de son atelier. Et du coup, dans mes gravures de ce peintre en train de peindre, mon atelier ressemble pas du tout à ça, mais il y a quelque chose d'assez fascinant en fait de dessiner des dessins, quoi. Se dire, je suis en train de représenter quelque chose qui existe par ailleurs, et puis de voir comment on le réinterprète, comment on l'intègre. Et du coup, c'est aussi... les peintures que je montre dans mes gravures, ça devient comme des cases de BD. Du coup, il y a plein de liens visuels qui se font. Et du coup, ça crée de la séquence, quoi, dans une image. Ouais, d'image dans l'image Ouais. aussi. Mm. Il y a peut-être d'autres de tes falaises. Voilà. Et du coup, ouais, en fait, ces falaises... j'ai fait une série peut-être d'une vingtaine de falaises. Et puis là, j'ai travaillé sur des compositions en sérigraphie où du coup, je juxtapose falaises et puis des personnages et puis des éléments plus symboliques pour créer des sortes d'images narratives, quoi, qui ne sont pas de la bande dessinée, qui ne sont pas vraiment de l'illustration non plus. Mais voilà, il y a quelque chose qui commence à surgir. Et c'était, je pense, pour moi, c'était une étape dans l'écriture aussi, de se dire à un moment, j'ai amassé des images et je commence à avoir un bon tas de feuilles, et puis qu'est-ce que je vais en faire, et les mots ne venaient pas encore, et du coup, je suis passée encore par un chemin détourné de l'image.
Mais voilà, il y a une narration qui commence à se mettre en place. C'est l'objet de ta résidence ici. Voilà, c'est aussi... ouais. Écrire ce récit. Ouais, et là, les mots commencent à venir. Cool. Ouais. Il reste un mois? Non. Il reste un mois pour finir ma BD. Il n'y a pas d'obligation de... Fastoche. Il n'y a pas d'obligation de résultat dans cette résidence, Non. mais il y a quand même l'idée d'amorcer un truc un peu plus abouti. Ah, c'est très beau en très gros plan aussi. Waouh. Hop. C'était celle d'avant, voilà. Bon, je l'ai fait juste passer. Donc on retrouve les masques. Oui, là aussi, en fait, il y a des motifs d'un livre à l'autre qui viennent, pas forcément de façon consciente. Et c'est là où je me dis, j'ai pas encore épuisé. Enfin bon, après, de toute façon, les symboles, c'est juste impossible à épuiser. Mais déjà dans Éveil, il est beaucoup question de masque, plutôt masque social. Après, là, c'est plutôt le masque des émotions, le masque funéraire, ce genre de choses. Peut-être qu'après, je ferai un livre sur les clowns et puis j'aurais fait le tour. Ouais, ce sera ton livre résilient version clown. Même si les clowns, ça peut être un peu flippant. Ouais. Tu avais eu le prix humour, je crois. Exactement. Et voilà, pour terminer cette image-là. Et ça peut être l'image de la fin. Parce que, c'est une très belle image de fin. Du coup, ta résidence se termine quel jour exactement? Début juillet? Oui, okay. Le 6. D'accord. Okay. Donc ça te laisse encore un peu de temps ouais. Voilà, pour produire. On peut juste dire qu'il y a une de tes pages qui est... deux de tes pages maintenant, qui est dans l'exposition Courte Échelle. On l'a vu tout à l'heure d'ailleurs, cette page, c'est un extrait d'Éveil. Où il y a juste une séquence de narration visuelle, de déplacement un peu labyrinthique. Oui. Et tu as refait donc sur le scénario de Fabien Vellman une page qui précède ceci pour faire le lien avec une page de Léa Moraviec. Voilà. Ouais. Si vous n'avez pas vu cette exposition, elle est visible jusqu'au 23 juillet. Elle est maintenant, je pense, complète. Oh, on va pouvoir aller voir d'ailleurs les dernières pages installées. Voilà, c'est la partie festival, mais exercice pas facile, j'imagine, de faire en 2 heures une page. Ouais, moi même si tu mettais tes pas dans les tiens. J'ai mis 3 heures. T'as mis 3 heures. Tu auras un blâme. Ouais. Ouais, non, c'était assez amusant quand même. Mais c'était très studieux. Je travaillais en même temps que Roxane Lumray et on n'a pas du tout parlé pendant 2h30. Parce qu'on était trop concentrés. On n'avait pas le temps de discuter. Mais c'était chouette. Là, c'est très silencieux. Enfin, tout à l'heure, c'était très silencieux aussi. Hein. Tout le monde s'est un peu concentré, je pense. Ouais. Ça fumait au-dessus des têtes. Ouais. Bah, merci beaucoup, Juliette. Merci Juliette. Merci de votre écoute. Merci Charlotte d'avoir préparé tout ça si brillamment. C'était clairement un binôme. Hein. Enfin, voilà. Mais c'était vraiment même un plaisir pour moi de me plonger dans ton travail. Donc, merci beaucoup. C'était cool. Et bonne soirée, bonne fin de festival.